Alors oui, ça je vous explique, c'est une image d'un parc d'attractions qui est peut-être un petit peu trop réaliste aux Philippines, et chez Actu Réfractaire, on s'est dit que c'était une belle métaphore des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, soit le budget et le logement. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Jeudi, à l'Assemblée nationale, ça va causer des lois finances et dans 13 jours, ça va même voter le budget. Et c'est un moment de vérité pour Barnier qui joue déjà son poste de Premier ministre. Alors aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va faire le point ensemble. Le début de l'histoire nous ramène à Bruno Le Maire. Un article récent du Nouvel Observateur reconfirme que l'ancien ministre de l'économie a caché le déficit réel de l'État français au vu des élections européennes et législatives. Fallait être feel good qui disait au ministère. Entre la prévision de 2024 et le réel, il y a quand même un écart de 50 milliards d'euros de déficit. Et là, on parle que de l'écart entre ce qui était prévu par Bruno Le Maire et ce qui est réel, mais on parle pas du déficit total, parce que le déficit total 2024, ça va être autour des 180 milliards. Et évidemment, tout cet argent qui manque pour clôturer le budget, c'est compensé avec de nouveaux emprunts sur les marchés financiers. Le Maire refile alors le bébé chaud d'un déficit record à Barnier, qui va vouloir réduire ce déficit à une hauteur de 60 milliards d'euros. Et 60 milliards, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc Barnier, il s'est dit, va falloir quand même trouver des trucs. Et parmi ces trucs, il y a l'augmentation de la taxe sur l'électricité. On l'appelle la contribution à la consommation et elle va augmenter dès le 1er février, ce qui va toucher entre 6 et 8 millions de foyers. Cette taxe-là, elle avait été baissée pour essayer de compenser la crise de spéculation qu'il y avait eu sur le marché de l'électricité européen. Et donc là, le gouvernement ne veut pas juste rétablir la taxe au même niveau, il veut l'augmenter plus que c'était avant. Donc il s'agit bien là d'une hausse des taxes qu'on va tous payer. Vraiment, le gouvernement, il s'est dit que vu qu'on est habitué maintenant à payer super cher l'électricité, ils peuvent mettre des taxes là-dedans pour essayer de maintenir ce prix-là, ça passe quoi. Barnier veut aussi augmenter la taxe sur les voitures thermiques, histoire de favoriser l'industrie de l'électrique, et aussi sur les billets d'avion. Et niveau réduction, là ça va taper fort. Le ministre très libéral de la fonction publique, monsieur Kasparyan Moustache, a déjà annoncé que tous les fonctionnaires de la fonction publique ne seront pas forcément remplacés dans les années à venir. Ils vont donc taper sur la haute fonction publique pour digitaliser les process avec de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc c'est pas plus clair que ça. On sait qu'il y a au minimum, et je dis bien au minimum 5000 postes qui seront supprimés à terme, mais ça pourrait être bien plus que ça. La Cour des comptes, elle aussi, participe activement à planifier le charcutage des comptes publics. Ils proposent, eux, une suppression progressive de 100 000 postes dans les collectivités locales d'ici 2030 pour économiser 4 milliards par an. Ils préconisent aussi d'attaquer les maigres sources de recettes qui restent encore à ces collectivités, histoire qu'elles soient encore plus dépendantes de l'État et qu'elles râlent pas trop quand il y a des coupes budgétaires. Autre source d'économie, ça va être dans la caisse des retraites des agents des collectivités locales, dont dépendent notamment les policiers et les hospitaliers. Le gouvernement compte augmenter les cotisations patronales, donc augmenter les dépenses des collectivités et des hôpitaux pour mettre à l'équilibre cette caisse des retraites. Et concrètement, la masse salariale va donc augmenter et ça va bloquer les investissements ou soit même les remplacements des postes des gens qui partent à la retraite, voire même causer des licenciements. Dis-toi que l'hôpital public va devoir payer 1 milliard d'euros en plus alors que son budget est déjà déficitaire et que le gouvernement va pas remettre des billets dedans. En faisant en sorte que la caisse soit à l'équilibre, ça empêche que l'État refile du pognon à cette même caisse et donc ça permet de faire des économies. Après, le gouvernement propose que pour réchauffer un petit peu la douche froide des suppressions de postes, là, certaines charges de la Sécu passent maintenant par les assurances privées. Donc ça fait des économies pour la sécurité sociale, mais du coup les assurances privées ils vont augmenter leur prix. C'est-à-dire nos mutuelles vont coûter plus cher. Voilà. Donc au final, quoi qu'il arrive, c'est nous qui payons. Mais il y a un petit peu plus surprenant, puisque Barnier envisagerait des hausses d'impôts pour les grandes entreprises et pour les plus riches. Bon après, il faut se calmer, ça va pas être un grand impôt qui va être imposé aux entreprises, mais c'est quand même un changement très symbolique par rapport aux anciens gouvernements et qui semble indispensable aujourd'hui pour boucler les fameux 60 milliards. Sauf que ce projet a conduit à une fronde de la part de Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Les anciens ministres menacent de ne pas voter le budget s'il y a une hausse d'impôts qui irait contre leur politique de l'offre. Le truc, c'est que sans le vote du groupe macroniste, il est possible que ces augmentations d'impôts envisagées ne soient jamais validées par le Parlement. Ce qui fait que Barnier envisage de passer le budget avec un 49.3. Le budget pourrait donc être validé sans vote de l'Assemblée nationale, mais cette Assemblée aura l'opportunité de censurer le gouvernement Barnier. La question c'est, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que les macronistes vont faire chuter Barnier pour éviter une hausse d'impôts? Est-ce que le RN va continuer à jouer les marchepieds des macronistes avec un programme aussi austéritaire? En tout cas, c'est sûr, pour Coquerel, le député insoumis, Barnier ne passera pas l'hiver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après le discours de
de politique générale de Barnier qu'il a fait il y a quelques jours, eh ben, le NFP va proposer une motion de censure avec 192 signataires. L'idée, c'est qu'il force les autres députés à se positionner. Soit ils sont pour Barnier, soit ils sont contre Barnier. Et ça, c'est notamment un coup fourré contre le Rassemblement national. Et de leur côté, le RN joue à peu près au même jeu. Lors de leur niche parlementaire le 31 octobre, ils vont proposer l'abrogation de la réforme retraite, mettant les élus NFP au pied du mur. Soit ils soutiennent la proposition du Rassemblement national, soit ils passent à côté d'une occasion unique de dégager la réforme des retraites qui a été au cœur de leur campagne électorale. On en vient donc à la question du jour. Est-ce que pour toi, tu penses que les élus NFP devraient voter l'abrogation de la réforme retraite proposée par le RN? Dis-nous ça en commentaire. Allez, on continue avec les brèves. Le plus vieux prisonnier politique d'Europe a fait cette semaine son ultime demande de libération. Une actualité qui permet de refaire le point sur la situation de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier d'Europe qui est enfermé dans une prison française. Abdallah, c'est avant tout un résistant communiste libanais qui s'engage contre l'invasion de son pays par l'armée israélienne en 1978. Il se rattache alors aux fractions armées révolutionnaires libanaises. On fait un petit saut dans le temps. En 1984, Georges Ibrahim Abdallah est alors arrêté pour usage de faux papiers et port d'armes à Lyon. Mais alors qu'il est en prison, les charges s'élargissent. Il est maintenant accusé de complicité d'assassinat. En fait, à ce moment-là, 2 hauts gradés, un états-unien et un israélien, ont été assassinés à Paris. Et lui, il est accusé d'être complice de ces assassinats. Du coup, nouveau procès en 1986. Résultat, Georges Ibrahim Abdallah est condamné à la perpétuité. Sauf qu'on découvrira petit à petit que ce procès est clairement un piège tendu contre un bouc émissaire idéal. Il faut imaginer que même son avocat est en fait un agent de la DGSE, les services secrets français, qui travaille avec le gouvernement pour assurer que Abdallah soit bien condamné. Et tout ça dans une cour spéciale composée uniquement de juges professionnels soigneusement sélectionnés. Ça fait donc 40 ans que Georges Ibrahim Abdallah est en prison. Et pourtant, il est libérable depuis 1999. Il a même formulé 11 demandes de libération, toutes rejetées pour son absence de repentir. Et c'est sûrement le principal motif de son emprisonnement. Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais renié son engagement anti-impérialiste et pro-palestinien. Et oui, même Yves Bonnet, qui était patron des renseignements français au moment de l'affaire, dénonce aujourd'hui une vengeance d'État contre ce militant. Et pour preuve, en 2013, la Chambre d'application des peines avait accepté sa demande de libération, mais c'est l'État français qui avait bloqué sa libération. Et ça s'est fait sous pression directe de la diplomatie états-unienne. Et on termine avec la crise immobilière à Paris qui, comme vous allez voir, ne tombe pas du ciel. Selon les chiffres de la mairie de Paris, le nombre d'appartements en location a été divisé par 3 depuis 1945. À cette époque, on comptait 1 million de logements en location. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 350 000. Et on remarque même que ça s'accélère ces derniers temps, comme le montre cette étude de Se Loger qui a montré que le nombre d'offres de location a chuté de 74% en 3 ans à Paris. Ce qui explique cette situation, c'est notamment le fait que tu aies de plus en plus de multipropriétaires. Tu as une concentration de la propriété immobilière à Paris qui fait que tu as des gens qui ont suffisamment de richesse pour ne pas louer leur appartement s'ils n'ont pas le temps de gérer ça ou si c'est pas assez rentable. Ou alors s'ils veulent juste faire de la spéculation avec, mais pas s'emmerder avec un bail de location. Et d'ailleurs, plus tu vas dans le centre de Paris, plus tu trouves des logements qui sont inoccupés. Alors ces multipropriétaires, ça peut être évidemment des Parisiens, mais il y a aussi des États-Uniens, des Italiens et autres. Et en parallèle, évidemment, tu l'auras deviné, le nombre de Airbnb a explosé à Paris et ça fait depuis des années que ça dure. Alors est-ce que Paris va devenir une ville-musée privatisée pour les bourges? Peut-être. En tout cas, ça aura des conséquences concrètes pour la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'on rappelle qu'en 10 ans, le nombre de SDF a plus que doublé en France. Donc on a d'un côté de plus en plus de logements qui sont inoccupés à cause des multipropriétaires et de l'autre de plus en plus d'entre nous qui sont SDF. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Tu vois, t'as la même truc en tête là? Allez, c'était Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique. Évidemment, on revient demain à la même heure. Donc pensez à vous abonner si c'est pas fait. Sur ce, des bisous et à la prochaine.